le marché. C'en est donc fait de nous. Nous allons tous périr. Ruons-nous au canot. Retraite de chapeau. La crise est partout. Depuis la crise des subprimes de 2008, l'économie s'est invitée dans notre quotidien, jusque sur la scène des théâtres, mais là rien de très nouveau. Dans le fond, que le théâtre soit là dans l'histoire, ça a toujours existé, depuis Shakespeare. Dans la crise des années 30, c'était le théâtre de Brecht. Donc quelque chose qui vraiment fait partie pour moi de la vie théâtrale. Stanley Prescott, libraire, je dépose $400. Nicole Sherwood, serveuse, je dépose $100. La crise est spectaculaire à cause des sommes que l'on peut évoquer, à cause des rémunérations, les taux d'intérêt, etc. Et donc c'est un objet théâtral, c'est un objet de fantasme, c'est un objet d'inquiétude. Donc il est logique que la crise entre dans les salles de théâtre. N'importe quel gros lard de Wall Street le fait. Alors c'est oui. Non, c'est non. Comme David Lescaut, chaque metteur en scène choisit sa porte d'entrée pour raconter la crise. Ça a donné lieu à des spectacles très différents, du théâtre documentaire sur lequel vraiment on essaye de décrire le système de manière technique, à d'autres où on a vu des interviews de gens qui ont été frappés par la crise, ou à d'autres moments, au contraire, des représentations très réalistes d'épisodes auxquels on a assisté, comme l'affaire Kerviel ou des choses comme ça. Je crois qu'il y a énormément de formes, chacun choisit la sienne. Bruno Messa et ses comédiens se sont documentés pendant des mois avant de créer leurs pièces auprès d'économistes pour décrypter leur jargon et auprès des victimes de la crise à Cleveland, aux États-Unis. Il y a une très grande différence entre entendre parler de ça et le voir. Il y a une très grande différence entre voir des maisons avec les meubles jetés dehors, avec les nounours, les vêtements, tout ça, et les voir en vrai, et puis brasser là-dedans. C'est tout à fait autre chose d'être en relief, hein, en 3D, parce que là, l'acteur infuse vraiment dans le sujet. La finance n'est pas un endroit rationnel, c'est un endroit passionnel. C'est un endroit profondément subjectif et qui a éminemment à voir avec l'inconscient. J'ai voulu en tout cas ressortir toute la violence que j'y avais vue. Et pour moi, la finance est l'endroit de la plus grande violence. C'est aussi violent, disons, que les narcotrafics. Dans 15%, Bruno Messa met en scène l'ensemble des mécanismes et des rapports humains qui amènent à la crise financière. Une thématique pas si simple à aborder et dont les protagonistes manquent cruellement d'envergure. On est très peu à aborder ça, trop peu. La rencontre de ce milieu, l'observation de ce qui les occupe, c'est pas vraiment... c'est assez médiocre. Le portrait qu'on pourrait faire de Fold, le directeur de Lehman Brothers, ça nous transporte dans un paysage un peu atone, très cruel. L'imaginaire est peu stimulé. On ne sent pas qu'il y a des conflits éthiques qui les animent ou une inspiration, une métaphysique quelconque. C'est assez pauvre. Tel est le génie du capitalisme. Là où une réelle demande existe, elle ne reste pas longtemps insatisfaite. David Lescaut décide, lui, d'aborder la crise de billets. Il ne parlera pas de Bernard Madoff et de son escroquerie, mais l'évoquera à travers l'histoire de celui qui l'a inspiré, Charles Ponzi, un spéculateur qui arnaqua des milliers d'Américains en 1919. Oh, t'en as fait du chemin. Je me suis pas mal documenté sur le personnage lui-même, parce qu'à travers ce personnage, on pouvait aborder non seulement la dimension financière, économique, mais aussi plein d'autres ferments de l'histoire du XXe siècle, et notamment aux États-Unis, du rêve américain, mais de l'envers de ce rêve, de la question de l'immigration, de choses comme la publicité, l'ère médiatique, etc., etc., dont Ponzi a très bien profité et dont il a été vraiment une sorte de phénomène révélateur. La dimension tragique de la crise, voilà une inspiration pour les metteurs en scène. Le théâtre, un autre moyen d'expliquer la crise au public. C'est sans doute un nouveau vecteur pour qu'ils aient envie de la comprendre. Ça montre à quel point on a besoin de ces explications économiques à divers niveaux et de diverses manières. On ne peut pas se contenter juste de la parole experte ou de la parole journalistique. Peut-être en faut-il une troisième. Tout vient de ce qu'on nomme finance structurée.